On avait vu dans le chapitre sur les énergies non calorifiques que le travail pouvait être exprimé à partir d'un couple de variables, une variable intensive, appelée grand X extérieur, et une variable extensive, appelée petit x. Grand X extérieur, c'est la tension extérieure qui va imposer l'évolution de notre système, et la variable extensive petit x, c'est la variable d'état du système qui va, elle, évoluer sous l'effet de la tension extérieure imposée. D'où l'expression du travail élémentaire, delta W est égal à grand X extérieur fois D de petit x. On avait également vu qu'à chaque forme d'énergie correspond un couple tension-extensité spécifique. Et je vous rappelle ici l'expression du travail des forces de pression, auquel on va essentiellement s'intéresser cette année puisqu'on va surtout étudier des gaz. Donc le travail élémentaire s'exprime comme étant égal à moins P extérieur dV, avec P extérieur la tension extérieure et V la variable extensive du système. Ce que l'on va chercher à faire par la suite dans les diapos qui viennent, c'est exprimer la chaleur échangée en fonction d'un couple variable intensive, variable extensive. Variable de tension que l'on va introduire dans l'expression de la chaleur élémentaire delta Q, il est assez intuitif que c'est la température qui va convenir comme variable intensive. En effet, les échanges de chaleur se font du chaud vers le froid. Si on considère un transfert purement thermique, comme par exemple la mise en contact d'une masse d'eau chaude avec une masse d'eau froide, eh bien l'eau chaude va céder de la chaleur à l'eau froide jusqu'à atteindre un équilibre thermique à une température que j'appellerai la température tiède. C'est donc la température des deux sous-systèmes, eau chaude et eau froide, qui impose le sens de l'échange de chaleur. Donc si on revient au cas plus général où le système échange de la chaleur avec l'extérieur, eh bien selon la température, la valeur de la température extérieure par rapport à celle du système, l'échange de chaleur va se faire de l'extérieur vers le système ou dans l'autre sens. Pour la variable extensive, c'est beaucoup moins intuitif. Et en fait, il a fallu l'inventer, cette variable extensive de la chaleur. Et Clausius, en 1871, propose d'appeler cette grandeur entropie. Donc entropie, pourquoi? Alors, ça provient du grec. Clausius voulait que ça ressemble à énergie. Et là, donc, le sens grec de la deuxième partie du mot donne une notion de direction. Donc voilà, l'entropie, c'est ce qui permet de savoir dans quel sens va se faire l'échange de chaleur. Donc cette entropie, on la note S. Du coup, on a notre expression de la chaleur élémentaire, delta Q égale T extérieur fois ds. Et S est une variable d'état. Et comme toute extensité, cette variable d'état se comporte comme une fonction d'état. Donc, je vous rappelle, sa valeur ne dépend que de l'état du système et pas du chemin suivi. Donc, à partir de cette définition de la chaleur élémentaire échangée, delta Q égale T extérieur fois ds, on va chercher à exprimer la variation d'entropie du système en fonction de la tension du système et de la chaleur échangée par le système avec l'extérieur. Donc là, on va illustrer le fait que l'entropie est une fonction d'état. Donc on reprend le petit schéma habituel qui représente le système dans son premier état d'équilibre, l'état A. Il va subir une transformation qui va l'amener à un nouvel état d'équilibre, l'état B. Et cette transformation, pour aller de A vers B, peut être faite réversiblement ou bien irréversiblement. On a vu que S, par définition, était une fonction d'état. Donc la variation d'entropie, ds, ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement de l'état initial du système et de son état final. Donc la variation d'entropie du système entre l'état A et l'état B
vaut la même chose, qu'elle soit faite réversiblement ou irréversiblement. Dans le cas d'une transformation réversible, on appellera la quantité de chaleur échangée, enfin la quantité élémentaire de chaleur échangée ΔQ réversible. Et dans le cas donc d'une transformation réversible, à chaque instant, par définition, la tension du milieu extérieur est égale à la tension du système. Donc à chaque instant, Tx est égal à T sigma. Donc, on va remplacer dans l'expression encadrée tout en haut de la diapositive, ΔQ par ΔQ réversible et T extérieur par T système. Et on va également ajouter un indice sigma à l'entropie. Donc il nous vient que la variation d'entropie du système, ds sigma, c'est égal à ΔQ sur T sigma. Et donc ça, c'est la définition d'une petite variation d'entropie pour un système donné. Et c'est une expression qu'il faut connaître et que l'on utilisera par la suite. Donc on fera, que la transformation soit réversible ou irréversible, on fera toujours le calcul de la variation d'entropie du système à partir d'un chemin réversible, même si ce chemin est hypothétique. On va maintenant s'intéresser aux propriétés de l'entropie. Et dans un premier temps, on va se focaliser sur les transformations réversibles. On va donc considérer un système sigma qui échange réversiblement de la chaleur avec le milieu extérieur. Le système et le milieu extérieur forment un univers, c'est-à-dire un système isolé. En clair, le système n'échange qu'avec le milieu extérieur et réciproquement, le milieu extérieur n'échange qu'avec le système. Ces deux sous-systèmes n'échangent pas avec un éventuel troisième sous-système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si sigma cède de la chaleur, alors il cède de la chaleur au milieu extérieur et que donc le milieu extérieur reçoit cette chaleur. Ça, on va pouvoir le formaliser de la manière suivante. ΔQ sigma est égal à moins ΔQ extérieur. Maintenant, si on revient à l'hypothèse qui est que l'on considère une transformation réversible, à ce moment-là, on peut dire qu'à chaque instant, la température du système est égale à la température du milieu extérieur. Si on applique la définition de l'entropie que l'on vient de voir sur la slide d'avant à nos deux sous-systèmes, il vient pour le système sigma que ΔQ sigma réversible est égal à T sigma fois la variation d'entropie de sigma, c'est-à-dire ds sigma. Et si on applique cette définition au milieu extérieur, on écrira ΔQ extérieur réversible est égal à la température du milieu extérieur fois sa variation d'entropie, c'est-à-dire ds extérieur. L'égalité ΔQ sigma égale moins ΔQ extérieur qu'on avait établi juste avant va pouvoir s'écrire sous la forme T sigma ds sigma est égal à moins T extérieur ds extérieur. Maintenant, je vais prendre les termes en lien avec le milieu extérieur et je vais les placer de l'autre côté de l'égalité. Il vient donc T sigma ds sigma plus T extérieur ds extérieur est égal à 0. On a vu que du fait de la transformation réversible, T sigma est égal à T extérieur, on va pouvoir simplifier les températures. Et il nous reste ds sigma plus ds extérieur est égal à 0. Or, ds sigma plus ds extérieur, c'est la somme des variations d'entropie de nos deux sous-systèmes et c'est donc égal à la variation d'entropie de l'univers. On peut donc écrire ds de l'univers est égal à ds sigma plus ds extérieur et c'est nul dans le cas de la transformation réversible. Donc ça, c'est un premier résultat très important. Pour une transformation réversible, la variation d'entropie de l'univers est nulle. Donc là, dSu est nul. Ça ne veut pas dire que ds sigma est nul et que ds extérieur est nul. Dans certains cas particulier ce sera vrai, mais dans le cas général, ds sigma n'est pas nul,
ds extérieur n'est pas nul, mais leur somme est nulle pour une transformation réversible. On va maintenant s'intéresser aux transformations irréversibles. On va donc considérer un système, sigma, qui échange irréversiblement de la chaleur avec le milieu extérieur. Contrairement à tout à l'heure, pour la transformation réversible, on ne pourra pas considérer que la température du système est égale à la température du milieu extérieur. Bien au contraire, à chaque instant, la température du système est différente de la température du milieu extérieur. Il n'y a qu'une fois que la transformation sera terminée, qu'on aura atteint un nouvel état d'équilibre thermique, que T sigma sera égal à T extérieur. Donc ici, pendant toute la transformation irréversible, T sigma différent de T extérieur. En revanche, on a toujours sigma plus le milieu extérieur qui forment un univers qui est un système isolé. Et on pourra toujours écrire que delta Q sigma est égal à moins delta Q extérieur. Ce que l'on cherche à faire, c'est exprimer la variation d'entropie de l'univers, qui est la somme des variations d'entropie des sous-systèmes, c'est-à-dire ds sigma et ds extérieur. On va donc utiliser la définition qui lie chaleur élémentaire à température et variation d'entropie que l'on a établie tout à l'heure. Et là, j'ai directement, au lieu d'écrire ce que vaut delta Q, j'ai directement écrit ce que vaut la variation d'entropie. Donc, si on applique la définition au système sigma, on n'a que ds du système est égal à delta Q du système qui serait échangé réversiblement divisé par la température du système. Et l'application de la définition au milieu extérieur donne que ds du milieu extérieur est égal à delta Q extérieur réversible divisé par la température extérieure. Donc là, petite parenthèse, je reviens sur le fait que l'on considère des quantités de chaleur échangées réversiblement. On a bien une transformation qui est irréversible, mais pour calculer la variation d'entropie d'un des sous-systèmes en fonction de sa température, on passe par un chemin réversible, ce qui est permis par le fait que S est une fonction d'état. Voilà. Donc, les variations d'entropie écrites ici sont bien des variations d'entropie d'une transformation irréversible, mais pour les calculer, on passe par un chemin fictif avec des transformations réversibles qui partent du même état initial pour arriver au même état final. Donc, cela étant dit, dans l'expression de la variation d'entropie de l'univers, on va exprimer ds de sigma par delta Q sigma réversible sur T sigma et ds extérieur par delta Q extérieur réversible divisé par T extérieur. Ensuite, pour passer à la ligne d'après, on utilise ce que l'on a écrit plus haut, à savoir que pour le système isolé, delta Q sigma est égal à moins delta Q extérieur. Donc, dans la deuxième ligne de l'expression de la variation d'entropie de l'univers, on va changer delta Q extérieur réversible par moins delta Q du système réversible. Et si on met ce delta Q du système réversible en facteur, il vient la troisième ligne. ds de l'univers est égal à delta Q du système réversible, facteur de 1 sur T sigma moins 1 sur T extérieur. Donc là, pour l'instant, on a ds de l'univers qui est égal à delta Q du système réversible qui est une grandeur non nulle. Il y a un échange de chaleur, c'est la base de ce que l'on étudie. Et ensuite, on a un terme, 1 sur T sigma moins 1 sur T extérieur, qui, parce que T sigma est différent de T extérieur, est lui aussi non nul. Donc, on peut faire une première conclusion préliminaire qui est que pour une transformation irréversible, la variation d'entropie de l'univers n'est pas nulle. Sur la slide d'avant, pour une transformation réversible, la variation d'entropie de l'univers était nulle. Et bien là, pour une transformation irréversible, la variation d'entropie de l'univers n'est pas nulle.
et on va voir dans les slides qui viennent son signe. Donc, au cours d'une transformation irréversible, où la température du système est différente de la température du milieu extérieur, il y a deux cas. Soit la température du système est plus grande que la température du milieu extérieur, soit la température du milieu extérieur est plus grande que la température du système. Et donc, on va étudier chacun de ces cas pour étudier le signe de la variation d'entropie de l'univers. Donc, je vous propose de commencer par le cas où la température du système est plus grande que la température du milieu extérieur. Dans ce cas-là, si le système est plus chaud que le milieu extérieur, c'est le système qui va donner de la chaleur au milieu extérieur. Donc, on a delta Q sigma réversible qui est inférieur à 0. De même, on a 1 sur T sigma qui va être plus petit que 1 sur T extérieur, puisque T sigma est plus grand que T extérieur. Et donc, 1 sur T sigma moins 1 sur T extérieur, ça va être négatif. Donc, l'expression de delta S de l'univers nous montre qu'on multiplie un terme négatif par un autre terme négatif. Donc, la variation d'entropie de l'univers est positive. Si on passe au deuxième cas où on a la température du système plus basse que la température du milieu extérieur, à ce moment-là, c'est le milieu extérieur qui est plus chaud qui va donner de la chaleur à notre système. Donc delta Q sigma réversible est positive. Ensuite, si on regarde le terme 1 divisé par T sigma moins 1 divisé par T extérieur, T sigma plus petit que T extérieur nous donne que 1 sur T sigma est plus grand que 1 sur T extérieur. Donc, ds de l'univers, c'est un terme positif multiplié par un terme positif. C'est donc positif. Donc là, vous voyez que pour le cas général de la transformation irréversible, où la température du système est différente de la température du milieu extérieur, que la température du système soit plus grande ou plus petite que celle du milieu extérieur, on aboutit au même signe de delta S de l'univers, à savoir que la variation d'entropie de l'univers est positive. Donc, quel que soit le sens de l'échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur, eh bien, la variation d'entropie de l'univers est positive. Donc, l'entropie, dans le cas d'une transformation irréversible, est créable. Donc, elle est conservative dans le cas d'une transformation réversible, puisqu'on avait vu que ds de l'univers était nul. Et dans le cas d'une transformation irréversible, elle est créable. C'est cette propriété de création d'entropie qui différencie la chaleur des autres formes d'énergie. Donc, l'examen des propriétés de l'entropie nous amène à proposer un énoncé pour le second principe, qui est le suivant. Pour un ensemble isolé, appelé univers, constitué de I systèmes, toute évolution s'accompagne d'une variation de l'entropie de l'univers, qui est égale à la somme des variations d'entropie des sous-systèmes qui le constituent, tels que, pour une transformation réversible, la variation d'entropie de l'univers est nulle, c'est-à-dire que l'entropie de l'univers est constante. Pour une transformation irréversible, qui se produit spontanément, la variation d'entropie de l'univers est positive, c'est-à-dire que l'entropie de l'univers augmente au cours d'une transformation irréversible. Et pour une transformation impossible, donc qui ne se fait pas spontanément, la variation d'entropie de l'univers est négative. Donc, c'est-à-dire que si pour une transformation donnée, on calcule une variation d'entropie de l'univers et qu'on trouve que cette entropie diminue, eh bien c'est que la transformation qu'on envisage ne se fera pas. Donc, la réciproque de ce que l'on vient d'énoncer est vraie. Donc, on a dit pour une transformation réversible, delta S de l'univers est nul. La réciproque, c'est que si on calcule une variation d'entropie nulle, ça veut dire, pour une transformation donnée, ça veut dire que cette transformation est réversible.
De même, si on calcule la variation d'entropie de l'univers pour une transformation donnée et que l'on obtient un résultat positif, ça veut dire que cette transformation est irréversible. Il existe d'autres manières d'énoncer le second principe. Donc là, ce que je viens de vous proposer, c'est quelque chose de très, entre guillemets, utilitaire, puisque quand vous allez étudier des systèmes, pour savoir, pour qualifier les transformations qui se font, vous allez chercher à calculer des variations d'entropie des systèmes, des milieux extérieurs et de l'univers. Et donc là, la définition que je viens de vous proposer, c'est un outil directement à mettre en œuvre dans vos exercices. Si c'est une définition qui ne vous aide pas très bien à bien comprendre ce que c'est que le second principe, eh bien vous pouvez regarder les deux autres énoncés que je vous propose. Le premier, c'est la manière dont Clausius a formulé le second principe. Il est impossible de faire passer de la chaleur d'un corps froid vers un corps chaud spontanément. C'est-à-dire que, entre guillemets, naturellement, spontanément, la chaleur va s'écouler du chaud vers le froid. Et si on remet ça en lien avec l'énoncé que j'ai proposé en premier, eh bien, si j'ai une transformation, si j'imagine une transformation qui ferait passer de la chaleur d'un corps froid vers un corps chaud, quand je vais calculer la variation d'entropie de chacun de ces corps que je vais faire la somme, je vais trouver un delta S qui sera négatif, qui m'indique que cette transformation n'est pas possible. Ensuite, il y a Lord Kelvin qui a, au bout d'un raisonnement que je ne vous présenterai pas ici, qui a conclu qu'il était impossible de transformer intégralement de la chaleur en travail. C'est ce que je vous avais présenté à propos des travaux de Carnot qui montrent qu'on ne peut pas transformer intégralement de la chaleur en travail, qu'on est obligé de perdre de la chaleur. Et donc l'énoncé du second principe de Kelvin, c'est ce qui a permis de conclure à l'impossibilité du mouvement perpétuel, mais ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. En début de semestre, je vous avais expliqué qu'en thermodynamique, on s'intéresserait au système étudié d'un point de vue macroscopique. Là, je vous propose une petite entorse à la règle avec une incursion dans le domaine microscopique, parce qu'il me semble que ça permet d'aborder d'une autre manière, mais assez significative, ce que c'est que la notion d'entropie. Donc, on va s'intéresser au lien entre la chaleur et le désordre moléculaire. Donc ça, vous savez que quand la température d'un corps augmente, les molécules ou atomes qui le constituent s'agitent plus vite. Qu'est-ce qu'il en est pour l'entropie? Quand on exprime la variation d'entropie, telle qu'on a vu un petit peu plus tôt dans les diapos, on a que la variation d'entropie d'un système, c'est la quantité de chaleur que ce système échange réversiblement divisée par sa température. La température est toujours positive, si bien que le signe de la variation d'entropie, c'est le signe de la quantité de chaleur échangée. Pour un exemple un petit peu plus concret, si mon système reçoit de la chaleur, alors son entropie va augmenter. Donc là, je vous propose, pour voir ce qui se passe au niveau microscopique, non pas de regarder l'échauffement d'un corps dans un état donné, mais de regarder un changement d'état. On va regarder la vaporisation d'un corps pur qui va passer de l'état liquide à l'état gazeux. Ça se passe à pression constante et à la température de vaporisation de ce corps. La quantité de chaleur échangée, c'est l'enthalpie de vaporisation, et on avait vu dans le chapitre consacré à la thermochimie que l'enthalpie de vaporisation, c'est une grandeur qui est positive. Il est nécessaire d'apporter de la chaleur pour rompre les liaisons plus ou moins fortes, plus ou moins faibles, qui existent dans le liquide pour aboutir au gaz. Et donc, l'expression de la variation d'entropie au cours de la vaporisation de notre corps pur s'exprime par l'enthalpie de vaporisation divisée par la température de vaporisation. Et ça, c'est positif. Donc, au cours de la transformation qu'est la vaporisation, l'entropie du système augmente.
Au niveau moléculaire, le désordre augmente également, puisque dans le liquide, on a un ordre à court terme et que le gaz est un état très désordonné. Donc, au cours de la vaporisation, le désordre augmente, l'entropie augmente. Donc, l'entropie peut être considérée comme une mesure du désordre moléculaire au sein d'un corps. Il y a un scientifique qui s'est particulièrement intéressé au lien entre l'entropie et le désordre moléculaire et qui en a eu une approche statistique qui a été riche d'enseignements, mais ça dépasse le cadre du cours de première année à l'INSA. Je vais vous en parler un petit peu parce que ça débouche sur un résultat qu'il est quand même intéressant de connaître pour nous dans le cadre de notre cours. Donc, la théorie développée par Boltzmann repose sur la notion de complexion que je vais essayer de vous introduire de manière la plus simple possible, ou du moins la moins compliquée. Donc là, dans le petit cadre sur la gauche de la diapositive, je vous ai représenté un corps pur, imaginons que ce soit un gaz, photographié à un instant T. Donc à l'instant T, chacune des molécules occupe une position dans l'espace, définie par ses coordonnées X, Y et Z, et chacune des molécules est animée d'un vecteur vitesse qui dépend de la température. Et là, donc pour le corps pur représenté par mes petits points orange, cet arrêt sur image représente un micro-état qu'on appelle aussi une complexion. Mais si je fais un arrêt sur image 2 secondes plus tard, les molécules seront plus au même endroit, donc les positions auront évolué et les vecteurs vitesse ne seront plus orientés de la même manière. Donc plus un corps est désordonné, plus sa température est élevée et plus il existe de complexions, de nombre de complexions possibles en accord avec l'état de notre corps. Donc ce nombre de complexions, on l'appelle oméga, et Boltzmann a proposé, par une approche que je ne détaillerai pas, que l'entropie peut s'exprimer comme une constante, qu'on a appelée la constante de Boltzmann, multipliée par le log népérien du nombre de micro-états accessibles par le système pour une énergie donnée. Là, on ne va pas développer vraiment comment on a établi cette formule, mais on va partir de là pour quelque chose, un résultat qui est important et que on va appeler le troisième principe de la thermodynamique. Donc ensuite, si on se place dans le cas particulier d'un cristal parfait à 0 Kelvin, donc dans un cristal parfait, chaque atome ou molécule a une place bien définie. Si on se place à 0 Kelvin, il n'y a pas d'agitation thermique. Donc c'est comme si chaque atome ou molécule était tout à fait immobile à une position donnée. Et toutes ces molécules et atomes sont dans le même état énergétique. Donc on a une seule complexion qui décrit le cristal parfait à 0 Kelvin. En réintroduisant cette valeur de oméga, le nombre de complexions, égal à 1 dans l'équation de Boltzmann, on obtient ln de 1, que multiplie la constante de Boltzmann, et ln de 1 c'est 0, donc l'entropie d'un cristal parfait à 0 Kelvin vaut 0. Donc ça c'est un résultat qui est très important et qui a abouti à la formulation du troisième principe que l'on appelle plus souvent principe de Nernst, qui est que l'entropie à 0 Kelvin d'un corps à complexion unique est nulle. Alors dit comme ça vous parle peut-être pas énormément, mais la conséquence c'est que pour l'entropie, on va avoir une situation très différente de ce que l'on avait pour l'énergie interne et l'enthalpie qu'on a vu jusque-là. Donc si je vous rappelle qu'on avait vu qu'on était capable de calculer une variation d'enthalpie ou une variation d'énergie interne, mais que l'on n'était pas capable de connaître l'enthalpie d'un système dans un état donné, ni son énergie interne.
On est juste capable de calculer des variations de ces grandeurs entre deux états d'équilibre, donc au cours d'une transformation. Pour l'entropie, non seulement on va pouvoir calculer une variation d'entropie au cours d'une transformation, mais on va aussi pouvoir connaître l'entropie d'un système dans des conditions de température et de pression. L'origine est 0, une entropie de 0 joule par Kelvin par mol à 0 degré. Et ensuite, selon le corps pur, cette entropie aura des valeurs différentes à différentes pressions et températures. Donc, il existe une origine de l'entropie et on peut connaître l'entropie d'un système en plus de sa variation d'entropie. Au moment de la parution des travaux de Clausius et aussi de Kelvin sur les deux premiers principes de la thermodynamique, il y a des scientifiques qui ont essayé d'appliquer ces principes à l'univers, donc pas un univers un petit peu abstrait comme ce que je vous ai présenté jusque-là avec le système et le milieu extérieur, mais vraiment à notre univers, l'univers dans lequel nous vivons. Et je vous propose cette petite approche assez philosophique pour essayer de vous amener, si possible en douceur, dans le monde merveilleux de l'entropie. Donc, on va voir comment on applique les deux lois fondamentales de l'univers, à savoir les deux principes de la thermodynamique, à notre univers. À savoir, la première, l'énergie de l'univers est constante, et la deuxième, l'entropie de l'univers tend vers un maximum. Donc je vous explique ça pas plus tard qu'à la diapo d'après. Donc si on prend l'univers comme étant l'ensemble de ce qui existe, dans la mesure où il n'existe pas autre chose, l'univers ne peut pas échanger avec autre chose. C'est donc un système isolé. Et le premier principe de la thermodynamique nous dit que pour un système isolé, l'énergie interne est constante. Ensuite, l'univers est le siège de nombreuses transformations irréversibles. On a vu que pour une transformation irréversible, l'entropie augmente. Donc, si on applique le second principe à l'univers qui est le siège de nombreuses transformations irréversibles, eh bien son entropie augmente. La question que se sont posées les scientifiques de l'époque, c'est est-ce que cette entropie va pouvoir augmenter indéfiniment ou bien tend-elle vers un maximum? Et voici donc la petite réflexion qui a été menée. Pour que l'entropie augmente, il faut qu'il y ait des systèmes qui soient à différentes températures pour qu'il y ait de la chaleur qui passe du plus chaud vers le plus froid. Donc il faut qu'il y ait des systèmes à différentes températures à l'intérieur de l'univers et donc une certaine hétérogénéité de l'univers. Sauf que, au fur et à mesure que les échanges de chaleur se font, le chaud donne de la chaleur au plus froid, donc la température de ce qui était initialement chaud devient moins chaude, la température de ce qui était initialement froid devient moins froide, et donc l'hétérogénéité en température diminue. Si cette hétérogénéité en température diminue, on va vers moins d'échanges de chaleur. Donc, les échanges de chaleur se faisant spontanément, l'univers s'homogénéise et évolue vers une température d'équilibre, température tiède. Et quand on sera à l'équilibre, eh bien, la température étant homogène partout dans l'univers, il n'y aura plus de transfert de chaleur. Et s'il n'y a plus de transfert de chaleur, il n'y a plus de variation d'entropie. Donc, au fur et à mesure des transformations, l'entropie de l'univers augmente, mais ces transformations vont finir par s'arrêter quand on atteindra une température d'équilibre, et à ce moment-là, il n'y aura plus d'augmentation d'entropie, elle aura atteint son maximum. Elle ne va pas être amenée à rediminuer puisque spontanément, il n'y a pas de diminution d'entropie de l'univers. Donc cette petite réflexion nous amène à la conclusion qu'un jour,
on ne sait pas trop quand, et d'après certains calculs, ce serait pour dans environ 100 milliards d'années. La température dans tout l'univers serait homogène, l'entropie n'augmenterait plus, et d'un point de vue thermodynamique, il ne se passerait plus rien. Donc le destin de l'univers, ce serait une mort thermique, une sorte de collapsologie thermodynamique. Donc je vous laisse méditer là-dessus et on va revenir un petit peu plus à notre programme. Donc on arrive maintenant vers la fin de ce chapitre d'introduction de l'entropie et je vais vous présenter 4 définitions. Donc, retenez celle qui vous convient le mieux ou éventuellement inventez-en une 5e. Donc la première définition que je peux vous proposer de l'entropie est que l'entropie est l'extensité de la chaleur. Donc ça, c'est une définition qui repose sur le formalisme de la quantité de chaleur échangée. Delta Q est égal à TdS avec T variable intensive et S variable extensive. Ensuite, je peux vous proposer que l'entropie est ce qui mesure le degré d'irréversibilité d'une transformation. Donc, pour ceux qui retiendront cette définition-là, il faut bien avoir présent à l'esprit que pour mesurer le degré d'irréversibilité d'une transformation, c'est à l'entropie de l'univers qu'il faut s'intéresser, pas seulement à l'entropie du système. On ne pourra pas conclure juste sur l'entropie du système. Il faut également connaître la variation d'entropie du milieu extérieur et déduire la variation d'entropie du milieu de l'univers comme étant la somme des 2 précédentes. Et là, par rapport au signe de cette variation d'entropie, on pourra conclure sur la réversibilité, l'irréversibilité ou l'impossibilité de la transformation. Et sous-jacent à la définition, il faut bien avoir présent à l'esprit que l'irréversibilité, c'est quelque chose qui est lié à une quantité de chaleur qui passe entre un corps chaud et un corps froid. À chaque fois qu'on aura un transfert purement thermique, on aura une augmentation de l'irréversibilité. Et pour tout transfert non purement thermique, dès qu'on a de la chaleur qui passe d'un corps chaud vers un corps froid, on a création d'entropie et donc présence d'irréversibilité. La 3e définition propose que l'entropie est une grandeur qui exprime mathématiquement le caractère irréversible de certaines transformations en thermodynamique. Donc ça, c'est une définition assez conciliante qui marie un petit peu les 2 premières. On a le côté mathématique qu'on avait exclusivement dans la première définition, et puis la notion d'irréversibilité qui rentre un petit peu également. Et la dernière définition que je vous propose, c'est la variation d'entropie de l'univers est positive ou nulle, et que donc toute transformation irréversible conduit à l'augmentation du désordre. D'une certaine manière, vous auriez pu dire à vos parents qui vous reprochaient le bazar dans votre chambre que vous n'y pouviez rien puisque le destin de votre chambre, qui est un univers, est de voir son désordre augmenter. Sur cette diapositive, je vous propose un très court extrait de l'excellent livre de Philippe Roth intitulé « J'ai épousé un communiste ». Donc le premier interlocuteur dit « Chaque acte produit de la perte, c'est l'entropie du système ». Son interlocuteur lui demande « Quel système ?» et il lui répond « Le système moral ». Donc ce petit dialogue est très intéressant. Alors même si nous, on ne va pas étudier des systèmes moraux, hein, on va se cantonner au système physique. Déjà, l'idée que chaque acte produit de la perte, si on le retranspose dans nos échanges de chaleur et de travaux, et bien, toute transformation réelle est irréversible et donc on crée de l'entropie par des échanges de chaleur et notamment de la chaleur perdue.
Donc ça met bien en scène ce que c'est que l'entropie dans nos échanges de chaleur. Et ce qui m'intéresse surtout ici, c'est la petite question quel système, et après je redéfinis mon système. Parce que quand vous allez traiter des exercices de thermodynamique, il faudra toujours vous demander de quel système vous parlez. Est-ce que ce que vous venez de calculer, c'est l'entropie du système que vous étudiez, ou bien celle du milieu extérieur, ou bien celle de l'univers? Si vous calculez l'entropie d'un système et que vous trouvez par exemple une variation d'entropie positive, vous ne pouvez pas conclure sur la réversibilité ou l'irréversibilité de la transformation. Il vous faut avoir calculé la variation d'entropie de l'univers pour conclure. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je vous ai déjà dit que les indices en thermodynamique étaient au moins aussi importants que les équations. Eh bien, c'est encore plus vrai quand on parle d'entropie, parce que si vous calculez une entropie sans bien savoir l'entropie de quoi, vous risquez de tirer une conclusion qui est tout à fait inappropriée. Donc, en thermodynamique en général, et en particulier quand vous êtes sur le second principe avec des calculs de variation d'entropie, posez-vous toujours la question de quel système. Ça vous évitera de faire des bêtises. Donc on arrive à la traditionnelle boîte à outils. Donc la boîte à outils spéciale second principe. Tout d'abord, on y met la définition de l'entropie. S, c'est l'entropie, c'est une fonction d'état. Et vous prenez la définition qui vous plaît le mieux. Moi, j'ai pris la plus courte, extensité de l'énergie calorifique. Ensuite, il nous faut l'expression qui lie quantité de chaleur, entropie et température. Donc la variation d'entropie du système, ds sigma, est égale à la quantité de chaleur échangée réversiblement, delta Q réversible du système, divisé par la température du système, T sigma. Ensuite, on retient également le second principe, et là la formulation que je vous propose, c'est celle qu'on va utiliser ensuite dans nos exercices. La variation d'entropie de l'univers delta SU est égale à la somme des variations d'entropie des sous-systèmes qui composent l'univers. Lors d'une transformation réversible, la variation d'entropie de l'univers est nulle. Lors d'une transformation irréversible, la variation d'entropie de l'univers est positive. Et pour une transformation impossible spontanément, la variation d'entropie de l'univers calculée serait négative. Et puis, on peut aussi retenir le troisième principe qui nous dit que l'entropie d'un système à complexion unique est nulle à 0 Kelvin. Donc là encore, ce n'est pas forcément cette petite formule qu'il faut retenir, mais bien avoir en tête qu'il existe une origine des entropies, qu'on va pouvoir calculer l'entropie d'un système en plus de la variation d'entropie du système au cours d'une transformation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.